aussi la mise en place des outils d'alerte précoce. Oui. À travers, nous avons notre entreprise a déjà mis sur pied en association avec Aquamen, Oui. un géoportail où on est capable en quelque sorte de mettre en exergue nos résultats. Oui. Que ce soit dans la cartographie marine, les risques côtiers, l'aménagement côtier, où on compte mettre ça. Bientôt, nous allons le déployer pour que ça soit mis à disposition, que ce soit des communes, que ce soit n'importe quel. C'est très, très, très énorme. Maintenant, Les applications de sciences et technologies de l'espace en océanographie, c'est quasi incontournable pour notre pays. Oui. Parce que nous n'avons pas suffisamment d'instruments installés au sol, comme des capteurs, par exemple, s'il y a une incursion dans notre exactement. Dans nos eaux, il faudrait que l'armée soit, je sais pas, qu'il les voie ou bien qu'il voie la cible. Donc, il y a des instruments qu'on peut installer qui peuvent permettre de détecter des intrusions. Moi, j'aimerais savoir, ici au Cameroun, on dit que pour se faire recruter, on doit disposer d'un certain nombre de montants. Est-ce que de votre côté, face aux scientifiques de haut vol comme vous, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que vous monnayez pour pouvoir obtenir le matricule, entre guillemets? Nous, le Cameroun, nous sommes en mesure d'envoyer des satellites en orbite. Je dirais, si on est sérieux, c'est possible. C'est possible qu'on le fasse. Moi, j'aimerais savoir, ici au Cameroun, on dit que pour se faire recruter, on doit disposer d'un certain nombre de montants. Est-ce que de votre côté, face aux scientifiques de haut vol comme vous, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que vous monnayez pour pouvoir obtenir le matricule, entre guillemets? Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk. C'est une promesse. Nous allons dénicher pour vous les jeunes les plus talentueux, les jeunes les plus exceptionnels, les jeunes les plus compétents, mais surtout les jeunes qui essayent de driver notre économie afin qu'on puisse sortir de cette espèce d'impasse. Il y a eu plusieurs personnes qui sont passées par ici, des artistes, des journalistes, des présidents d'associations, des businessmen, des entrepreneurs, mais aujourd'hui nous allons recevoir un jeune qui est encore dans le circuit universitaire, mais également un jeune qui a eu à faire quasiment le tour du monde dans la recherche du savoir, pas n'importe quel savoir. Aujourd'hui, nous recevons le jeune Jutamvui Nordine, qui est un jeune qui a déjà fait des choses exceptionnelles en matière de recherche scientifique dans notre pays. Vous allez le voir, c'est aussi un jeune qui a un parcours exceptionnel, un parcours d'études exceptionnel. J'ai rarement vu les jeunes qui ont ce type de parcours. Et pour preuve, je n'ai pas l'habitude de prendre des notes. Mais pour lui, j'ai pris ma feuille, mon format, pour essayer de noter afin de ne pas oublier ce qu'il a fait, son parcours, parce que pour moi, c'est souvent compliqué. Pourtant, Dieu sait que je retiens beaucoup trop facilement. Cheikh Nordine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, c'est moi qui vous remercie et aussi je tiens également à remercier Cyberzone pour l'occasion qui nous offre afin de mieux nous faire connaître. Exactement. C'est un plaisir pour nous de recevoir quelqu'un qui a votre profil. Je tiens à te rassurer, ce type de profil, on ne voit pas ça passer chaque jour ici au Cameroun. C'est un peu rare d'obtenir de personnes comme vous. C'est la raison pour laquelle à chaque fois que l'occasion se présente, on essaye de vous faire délier votre langue afin d'essayer d'éduquer la jeunesse. Je rappelle, notre invité du jour a eu à faire son cursus secondaire dans la ville de Foumbot où il sort avec un bac scientifique. Vous savez, lorsque nous obtenons le bac dans l'ensemble de nos localités, on doit migrer pour aller dans les grandes agglomérations. C'est pour ça qu'il part justement dans la ville de Douala où il va obtenir une licence en océanographie. Ça va pas s'arrêter là. Il continue en master, toujours dans la même filière. Ça ne va non plus s'arrêter là. Après justement ce master, il obtiendra une bourse qui va l'amener au Bénin, justement, où il va faire un master, cette fois la recherche, toujours dans la même spécialité. Ensuite, toujours un master recherche, toujours dans la même spécialité, cette fois-là à Toulouse, en France, vous l'aurez compris. Et ça va continuer dans ce sens à l'université le nom de l'université, s'il te plaît, Araban, si on peut préciser le nom. L'université Mohamed V.
Université Mohamed V, c'est le nom justement qui m'échappait. Actuellement, il est en train de préparer justement, ou bien c'est déjà terminé, hein, dans quelques semaines, il va soutenir une thèse co-dirigée entre l'Université de Douala et l'Université Gustave Eiffel. Vous comprenez que c'est une histoire qui est déjà rocambolesque, surtout pour des spécialités aussi techniques, aussi complexes. Mais il ne va pas s'arrêter dans l'océanographie, il ne va pas s'arrêter dans les métiers de la mer, il va essayer de grimper et aller dans l'espace. Et c'est justement ça qui rend la chose intéressante, d'autant plus que ici au Cameroun, nous avons la ministre des Postes et Télécommunications qui nous parle de l'espace à chaque jour. Donc, normalement, c'est eux qui devraient être au sein de ces types de projets. Sciences et technologies de l'espace. Je vous assure que c'est énorme, en fait. Sciences et technologies de l'espace. Pour ceux qui ont l'habitude de rechercher les ressources humaines ici au Cameroun, essayer de se poser la question de savoir, est-ce que nous avons des jeunes qui peuvent faire? Oui, nous avons des jeunes qui peuvent faire. Des jeunes qui ont des compétences internationales, mais qui essayent de pousser notre écosystème. Ça ne va pas se limiter là. Actuellement, il est chercheur pour le compte du ministère de la Recherche scientifique du Cameroun et il est justement rattaché à l'IRGM. Il est aussi promoteur d'une start-up. C'est tout à fait logique. On ne peut pas avoir ce type de compétences, ce type de background sans essayer de structurer une entreprise à travers laquelle on va vendre ses compétences. Mais également, il est cofondateur d'une association qui essaye de promouvoir tout ce qui est métier de l'océanographie, compréhension ou quelque chose du genre. Bref, on aura le temps d'échanger autour de tout ça. J'ai déjà assez bavardé. On pouvait stopper le podcast comme ça et puis chacun part de son côté, mais bon, il s'agit pas de moi, il s'agit de lui. Nous aimerons savoir, quand on sait que l'école, c'est d'abord une histoire de riches, est-ce que tes parents, ils sont des milliardaires pour te propulser de cette façon-là à l'école, en fait? Bon, déjà, d'entrée de jeu, je dirais non, mes parents ne sont pas des millionnaires ni des milliardaires. Oui. Alors, ce sont des parents comme des autres, en fait. Des parents ordinaires. Oui. Alors, comment on fait pour avoir un parcours pareil? Il faut de la motivation. De la motivation. De la discipline. Oui. Et à un certain moment, il faut savoir se prendre en considération. En considération, soi-même. On a beau suivre, parfois certains modèles, mais à un moment, il faut soi-même prendre sa propre voie. Prendre ça. Et parfois, quelquefois, on a besoin de motivation de certains aînés qui peuvent parfois nous tenir la main. Exactement. Mais au bout du compte, on se rend compte soi-même que les choses dont on a besoin pour atteindre un certain objectif, il faut parfois aller les chercher à travers le travail et aussi la chance qu'on peut avoir d'être encadré par certaines personnes. Là, c'est clair. De renom. Là, en lisant ton parcours, il y a quelque chose qui me vient directement en tête. Ici, au Cameroun, les jeunes ont l'habitude de se dire que si je sors du pays pour aller faire les études, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en France, mais on se rend compte que tu commences par le Bénin. Quelle a été pour toi la différence d'expérience entre ton parcours universitaire ici au pays et le parcours au Bénin, qui est aussi un pays africain, en fait? Alors déjà, la première différence, c'était au niveau, au Bénin, j'étais boursier. Donc là, les choses sont... Tout était géré. Bien que c'était pas une bourse assez conséquente, mais c'était déjà ça. Donc, déjà, tu fréquentes, mais tu as déjà de quoi te nourrir, te prendre en charge, ta scolarité, c'est plus un souci. Ça, c'était le premier élément. Oui. Deuxième élément, c'était sur la spécialité. Et déjà, au Cameroun, l'océanographie était encore, comment je peux dire, elle était embryonnaire. Elle était embryonnaire. Et le Bénin, ou du moins, le Bénin avait eu, l'ingénieur d'idée de faire en sorte que l'université de Toulouse puisse créer en quelque sorte comme une sorte de filière de l'université de Toulouse, mais à l'université à Bobek-Calavi. Oui. Et du coup, ça permettait de créer, du moins de former des experts en océanographie phisique. C'était un peu plus orienté. Oui. Et ça faisait en sorte que c'était le pôle de l'océanographie physique en Afrique. Oui. Donc, lorsqu'on veut parler de l'océanographie physique en Afrique, ce sont des écoles de référence. Exactement. Donc, du coup, ça avait été en quelque sorte comme un pas vers l'avant dans l'océanographie. Bon, parlant maintenant de la qualité d'enseignement, tu as dit que cette spécialité était rattachée à l'université de Toulouse. Est-ce que tu as ressenti cette différence fondamentale entre la manière dont on enseignait ici et ce que tu as découvert là-bas? Oui, évidemment. Il y avait une très grande différence. Déjà, c'est les enseignants de Toulouse eux-mêmes qui nous enseignaient là-bas. Oui. Et tout était vraiment ordonné dans le sens où la filière, ou du moins la spécialité qu'on était venu se former là-dessus, c'était celle-là
ce sont ces matières-là qu'on nous donnait. Contrairement à la formation ici au Cameroun, où parfois tu es formé comme ingénieur oui, de conception. Et parfois, tu te retrouves à faire des troncs communs sur deux semestres. oui. C'est du temps perdu, en fait. Du temps perdu, en fait. Oui. Là-bas, c'était totalement différent. Direct. C'était typique, la formation de base. Oui. Et ça nous permettait de ressortir de là-bas de façon, avec une certaine expérience assez certaine. C'est à partir de ça qu'on pouvait vraiment parler d'océanographie. Exactement. Parce que au Cameroun, c'était un peu, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça, oui. Et c'était, la cause première était peut-être par cause du manque de spécialistes. Oui. Et la deuxième cause, c'était aussi que ceux qui organisaient n'étaient pas aussi calés dans le domaine, et du coup, c'était pas possible. C'était compliqué. Ouais, c'était compliqué pour vous. Ouais. Il faut noter que, après, justement, le Bénin, vous partez directement au Maroc ou bien vous partez d'abord à Toulouse? Non. Après le Bénin, je suis retourné au Cameroun, m'inscris d'abord en thèse. Prendre une inscription en thèse, la thèse de co-direction. Oui. Bon, comme celui qui devait m'encadrer venait d'une université de référence en télédétection, qui était le professeur Rudan, il fallait donc concilier océanographie et des sciences de l'espace, en fait. Donc, il fallait trouver le moyen de pouvoir faire des travaux qui peuvent concilier les deux. Ouais. Et du coup, je suis d'abord allé faire un séjour scientifique de haut niveau dans un laboratoire de l'École nationale des sciences géographiques de l'université Paul Sabatier. Ouais. Et là, dedans, j'ai également été confronté à une difficulté qui était celle, eux, ils n'étaient pas des océanographes. Ils étaient spécialistes en sciences de l'espace, traitement du signal, traitement des images et tout ça. Et il fallait que moi-même, je trouve le moyen de concilier les deux. Oui. Donc, ils pouvaient me donner leur expertise, mais il y avait toujours un manque. Il y avait toujours un manque, justement. Et que je ressentais que pour mieux aboutir avec mes travaux de recherche, il fallait que je trouve le moyen moi-même avec mes propres recherches de concilier ces deux-là. Exactement. Et du coup, cela m'a donc amené à me concentrer sur comment je peux également être un spécialiste des sciences de l'espace, tout en étant également océanographe. Oh. Donc, à un certain moment, j'ai mis pause avec ma thèse parce que j'avais des objectifs. Exactement, il fallait atteindre. Il fallait parfois se lancer sans certains défis. Oui. Sinon, la thèse, en réalité, j'avais déjà atteint les conditions. Justement, pour pouvoir soutenir. Aller un peu plus loin. Oui. Bon, c'est ça qui m'a donc fait en sorte que j'ai sollicité un master de recherche en sciences et technologies de l'espace. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a mené là pour mieux, du moins pour être un expert dans le domaine. Oui. Que lorsque Donc, si je comprends bien, c'est ça qui t'amène à Rabat, au Maroc. Donc, quand j'ai fini le séjour en France, je constate que ces deux domaines-là ne sont pas encore vraiment liés. Océanographie et télévision, c'est pas encore vraiment consolidé. Faut que moi-même, je trouve le moyen d'être aussi spécialiste des sciences de l'espace. Oui. Donc, du coup, je mets d'abord une pause avec ma thèse. Tu essaies de pousser justement de ce côté-là. De l'espace au niveau de Rabat. Voilà, donc c'est un peu comme ça que je me retrouve là. D'accord. Comme boursier du Centre régional des sciences africaines de technologie de l'espace. Exactement. Bon, j'ai connu plusieurs étudiants qui sont partis en France. J'ai connu plusieurs grands frères, plusieurs petits frères qui partent en disant que nous partons rechercher des compétences et une fois les compétences obtenues, nous allons revenir au pays. Sauf que la plupart ne veulent pas revenir. Une fois à Toulouse, une fois en France, qu'est-ce qui te motive encore à revenir ici pour continuer à choquer la misère avec nous ici dans ce pays? Alors moi, personnellement, j'avais un objectif à atteindre. Du moins, j'avais un projet de vie qui ne se limitait pas seulement à, je peux dire, à des plaisirs personnels. Parce que j'avais remarqué une chose, dans le monde de la science, c'est un peu comme quand lorsque vous êtes scientifique, c'est un peu comme vous avez le visa d'aller dans tous les pays. J'avais constaté que je n'avais pas de difficulté à aller dans n'importe quel pays lorsque je demandais un visa. Exactement. Je dis à quoi bon gâter mes premiers voyages juste par simple plaisir que je ne voudrais pas que tu ne voudrais pas rentrer chez toi. Encore même que s'il fallait se reconvertir là-bas, il fallait faire dans autre chose. Non, c'était pas aussi c'était pas aussi parce que le deuxième séjour a été c'était la période où le Covid commençait. Et du coup, on avait tout fermé, il y avait plus moyen de circuler et tout ça. Bon, moi, j'avais trouvé que si je reste là, je vais perdre beaucoup de temps dans mes projets. Et ça va pas me... Ça va pas t'avancer, en fait. Bon, j'ai jugé que ce serait mieux pour moi de retourner au pays. Et de mieux sauter, disons-le comme ça. Ok. Comme quoi, une vision de scientifique, c'est pas forcément une vision de monsieur tout le monde, hein. C'est vous qui rêvez de l'Occident.
lui, l'Occident, c'est si on a un objectif, on y reste. Si on n'a pas d'objectif, on retourne essayer d'être utile où on est. Tu termines tes travaux à l'université, justement, Gustave Eiffel, et puis tu retournes ici au pays, puis tu es recruté par le ministère de la Recherche scientifique. Moi, j'aimerais savoir, ici au Cameroun, on dit que pour se faire recruter, on doit disposer d'un certain nombre de montants. Est-ce que de votre côté, face aux scientifiques de haut vol comme vous, est-ce que c'est le même principe? Est-ce que vous monnayez pour pouvoir obtenir le matricule, entre guillemets? Bon, je dirais, pour moi, mon expérience personnelle, je dirais non. Oui. J'ai pas eu à monnayer. La seule chance que j'avais eu lorsque je postulais, c'était qu'on demandait une spécialité en océanographie. Ok. On demandait une place. Et il y avait très peu de personnes qui ont fait cette filière. Et il y avait également très peu de candidats qui avaient déjà un certain profil. Oui. Donc, du coup, l'année où j'ai postulé, et personnellement, s'il fallait faire des études de dossier, Oui. je pense que je pouvais quand même être parmi les meilleurs. Exactement. Du coup, ça m'a beaucoup aidé. Oui, justement. Tu n'as pas eu à souffrir. Cela ne voudrait pas dire qu'il y a pas, oui, ça existe. Ça, il faut le faire. L'année précédente, mon recrutement, j'avais également déposé le dossier pour le même ministère. Oui. On demandait également des océanographes. Oui. Et les résultats étaient sortis meilleurs. Et pourtant, on avait déposé des dossiers. Vous voyez, donc, pour le même profil, oui. Les gars n'ont pas voulu recruter quelqu'un. L'année suivante, c'était plus le cas, mais c'est pour vous dire que à un certain niveau, ces choses-là peuvent arriver. Oui. Oui. Là, je suis totalement d'accord. Maintenant, tu sors d'un contexte, d'un cadre où tu as côtoyé des centres de recherche au Bénin, tu as côtoyé plusieurs centres de recherche en France et tout ça. Maintenant, tu reviens dans un circuit où tu es recruté par le ministère de la Recherche scientifique de ton pays. Quel est justement ton constat? Est-ce que tu estimes que la recherche se vit de la même manière au Bénin, en France, ou bien au Maroc qu'ici au Cameroun, en fait? Je dirais d'entrée de jeu, non. Non, c'est une très grande déception. Oui. Ça, c'est pas un secret. Oui. Au ministère de la Recherche scientifique, la recherche là-bas est beaucoup plus personnelle. Donc, si toi, tu ne fais pas des initiatives personnelles, il n'y a pas un cadre normatif qui peut qui encadre les recherches. Donc, ça fait en sorte que il y a une grosse déception. Oui. Et si tu te laisses emporter par la vague, tu risques de rester plusieurs années sans jamais faire de la recherche. Sans jamais faire de la recherche au sens pur. Au sens pur. Donc, du coup, il faut tout le temps être en train de chercher des opportunités. Des opportunités. Et pour pouvoir se maintenir dans le bain. Sinon, mais il ne faut pas beaucoup, pour qu'on puisse atteindre les niveaux. Des niveaux, voilà, c'est une question de volonté. C'est juste une question de volonté, et c'est ça qui est justement assez dangereux, c'est que nous avons des personnes qui n'ont absolument aucune volonté de faire la chose, en fait. Ce qui fait justement qu'on se bute. Voilà. Maintenant, je peux t'appeler docteur sans risque, sans amalgame, sans comment je vais dire, sans usurpation, disons ça comme ça. Nous avons vu récemment des docteurs comme toi, ils sont docteurs comme toi parce que ce sont des docteurs. Nous leur avons vu il y a 1 an, je crois, s'asseoir devant le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la recherche scientifique, en disant qu'ils veulent être recrutés. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui comprend? Quelqu'un qui a ton bagage devrait encore ramper quelque part pour être recruté? Bon, personnellement, c'est une grosse déception. C'est une grosse déception de voir ce genre d'image et parfois, pour moi, qui ai fait de la recherche, je trouve que c'est un peu tomber très bas, en fait. Parce qu'en réalité, lorsqu'on va entamer une carrière de chercheur, une carrière dans la recherche scientifique, il y a des prérequis. C'est-à-dire qu'il y a une vision. Exactement. Il y a une vision dans la science où si tu ne l'as pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de te lancer. Alors, cette vision-là peut être accompagnée même d'un projet de vie. Oui. Donc, c'est pas uniquement la fonction publique ou bien le fait même d'être recruté quelque part. La réalité, c'est, tu résous un problème. Tu résous un problème, justement. Résoudre un problème. C'est incompréhensible que quelqu'un qui cherche à résoudre un problème puisse encore aller chercher comment est-ce qu'il va faire pour travailler. Pour travailler. C'est incompréhensible. Nous, personnellement, ce qui m'a amené dans la recherche scientifique, c'était simplement le fait que j'estimais que parfois, pour mieux exprimer ses idées, vaudrait mieux être porté par des institutions. Forcément. Ce n'est que ça. C'est extrêmement important. Ça n'avait pas été le cas. Oui. J'en connais des présidents des associations. Oui. Je peux vous le dire ici, sans publicité. Oui. Qui, je vous assure,
ont des projets de recherche à des millions. Ils payent des chercheurs comme nous au triple du salaire qu'on a au ministère. Et c'est des initiatives personnelles. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes de recherche privées là, c'est clair, qui font ce genre d'espoir. oui. Donc, ce n'est pas toujours un recrutement. Un recrutement. Si on atteint ce niveau, c'est que vraiment on avait mal choisi. On avait mal choisi. On avait mal choisi son sujet ou bien. Son sujet, sa filière, même les personnes concernées. Il faut se questionner sur les personnes qu'on choisit. Et honnêtement, quand tu le dis, moi, ça me conforte un peu parce que moi, j'ai été beaucoup trop dur avec ces docteurs-là en disant que vous n'avez pas à renvoyer cette image-là. Vous êtes de ceux qui doivent donner des orientations aux petits frères qui viennent derrière. Et lorsque vous vous mettez à ramper, vraiment, c'est pas très cool. Alors, vous voyez que forcément, je m'étais pas trop trompé. J'étais un peu très dur avec ces docteurs. Là, nous avons un autre docteur qui nous dit clairement que si vous devez ramper quelque part pour avoir un travail, revoyez plutôt vos compétences. Ne mettez pas une fixation particulière sur ceux qui sont envers vous. En dehors maintenant d'être un chercheur dans des domaines scientifiques, j'aimerais qu'on revienne avant même de sortir du domaine de la recherche. Tout ce qui est spatial, ça te concerne aussi parce que tu as aussi poussé des recherches tout récemment maintenant. Quel est le lien que tu as pu faire entre l'océanographie et tout ce qui concerne le spatial en fait? Alors, pour les sciences spatiales, déjà, en océanographie, on a beaucoup plus d'exploitation des sciences spatiales en océanographie que dans le monde, dans le domaine. Que dans d'autres spécialités terrestres. Oui. Et du coup, puisque déjà, pour information, l'océanographie couvre plus de 70% de la surface. Exactement. Et comme le Cameroun a plus de 402 km de côte. De côte. C'est énorme. Il faut à tout prix que cette côte-là soit surveillée. Surveillée en permanence. Ça peut être surveillé en termes de sécurité, ça peut être surveillé en termes de paramètres hydrodynamiques. Oui. Est-ce que on peut avoir des tempêtes ou des tsunamis, bref, tout ce qui est risque côtier. Exactement. Tout ça là. Or, nous avons un manque criard d'observation. D'observation, oui. Et du coup, les outils satellitaires peuvent être une alternative fiable pour avoir les données de façon continue, faire un suivi de la côte pour mieux faire une bonne urbanisation, bien une bonne planification de côte. Donc, les applications de sciences et technologies de l'espace en océanographie, c'est quasi incontournable pour notre pays, parce que nous n'avons pas suffisamment d'instruments installés au sol, comme des capteurs, par exemple, s'il y a une incursion dans notre exactement, dans nos eaux, il faudrait que l'armée soit, je sais pas, qu'il les voie ou bien qu'il voie la cible. Donc, il y a des instruments qu'on peut installer qui peuvent permettre de détecter des intrusions. Parce que ce soit même avec des capteurs qu'on installe. Oui. Et pour la petite histoire, la dernière fois qu'on a fait une campagne océanographique sur la totalité de la côte camerounaise, ça remonte à l'époque de l'Ostom. C'était avant même l'indépendance du Cameroun. Donc jusqu'aujourd'hui, un travail de fond n'a pas encore été fait. Ça veut dire qu'on n'a même pas conscience du potentiel océanographique que nous avons, ni même s'il y a des personnes qui font des intrusions dans nos eaux. Voilà. Oui. Et récemment, je pense que le chef de l'État a pris certaines initiatives liées à ces genres de manquements, en créant un centre national d'océanographie et d'hydrographie, bien entendu rattaché à l'armée marine. C'était les militaires qui devaient contrôler. J'estime que actuellement ils sont en train de faire un travail dans ce sens, où les sciences et technologies, mais les sciences spatiales peuvent mieux aider à suivre nos eaux que les patrouilles. Les patrouilles c'est très compliqué de patrouiller, surtout lorsqu'on patrouille sans être appuyé par des outils technologiques qui nous permettent de connaître un certain nombre de choses. Vous le découvrez avec moi parce que tout ce qu'il raconte là pour moi c'est de l'arabe, disons ça comme ça. Je connaissais absolument rien. Maintenant, puisqu'on parle du spatial, puisqu'on parle du contrôle de territoire, puisqu'on parle de l'océanographie, disons ça comme ça, il y a un projet qui avait été introduit. Il est clair que c'est le chef de l'État qui initie le projet, mais la personne qui porte ça, c'est la ministre des Postes et Télécommunications, où il fallait faire une étude pour voir la faisabilité du lancement des satellites appartenant justement au Cameroun. Est-ce que tu estimes, parce qu'il faut le noter, la ministre a dit que l'étude a été bouclée, le rapport a été justement rendu. Est-ce que tu penses qu'en l'état, nous, le Cameroun, nous sommes en mesure d'envoyer des satellites en orbite? Je dirais, si on est sérieux, c'est possible. C'est possible qu'on le fasse dans ce pays. Maintenant, ce sont les politiques qui peuvent peut-être faire obstacle. Mais, en termes du programme spatial camerounais, ce sont des initiatives louables.
Mais ce qui est à déplorer, c'est que on constate qu'il n'y a pas un sérieux. Il n'y a pas un sérieux. Oui. Qui est fait à ce niveau. C'est pas un problème de main-d'œuvre. Aussi. Pour que cela soit cela soit opérationnel. Puisqu'il y a des pays, par exemple, au Maroc où j'étais, ils sont déjà à leur deuxième satellite lancé. Exactement. Mohamed 5, Mohamed 5 1 et 5 2. Et aussi, bon, c'est Hassan 1 et Hassan 2, ouais, c'est ça. Et maintenant, pour le cas des pays comme le Ghana et le Sénégal aussi. Le Sénégal également. Eux aussi, ils ont conçu les satellites. Ils ont fait des lancements. Oui. Et si on veut même, si on dit même que oui, on n'a pas confiance aux ingénieurs camerounais et tout ce qui va avec, je pense que le lancement des satellites actuellement, c'est un peu comme, comment je peux dire, on voit les Camerounais rouler dans les grosses voitures, mais on n'en fabrique pas. Mais on n'en fabrique pas. Voilà. Oui. Donc, ça c'est un très bon exemple. Même avec les satellites, on peut également en acheter. Il y a des zones de lancement il y a des gens comme la zone de lancement de Kourou où tu peux acheter un satellite et puis on lance, on te calcule ça en fonction du nombre de kilogrammes. Exactement. Et puis tu envoies. C'est le tien. Donc, et c'est pour votre pays en fait. Donc, même si on estime que on peut pas, on veut pas se casser la tête avec les technologies qui sont cachées de blanc. Ceux qui ont les moyens le font. S'ils ne veulent pas se casser la tête, si on peut aussi concevoir un satellite. Et lancer, waouh, c'est très intéressant de le faire en sorte que ça ne prenne des données que lorsque ça arrive sur votre, puisque c'est un satellite fait des cycles. Oui. Donc, faire en sorte que ça cible votre zone de manière spécifique. C'est possible. C'est très, très, très intéressant de comprendre d'un point de vue, comment je vais dire, d'expert, ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, parce que, vous savez, lorsque les politiques essayent d'emmêler les choses, parfois c'est compliqué pour nous de savoir s'il y a une part de vérité dans ça. Et l'autre chose maintenant, c'est que rien que pour l'étude autour de ce projet, ça a coûté 2 milliards, un peu plus de 2 milliards. Est-ce que ce sont des coûts qui sont justifiés jusqu'ici? Parce que tu l'as dit, la chose autour des satellites est déjà démocratisée. Ce n'est plus une boîte noire où on disait qu'il fallait des petits sorciers pour savoir comment ça marche. Est-ce que à l'instant où nous avons, comment je vais dire, du savoir autour justement de ces spécialités disponibles, il est encore possible ou bien il est encore faisable de dépenser juste 2 milliards, rien que pour voir si c'est faisable ou pas? C'est un peu absurde de dépasser une telle somme d'argent pour rien que oui. Donc pour la petite histoire, je pense que il y a des experts en fait camerounais. Oui. On en a rencontré un récemment dans le cadre de la conférence à Free Space qu'on a organisée à Kribi. On a un ingénieur camerounais qui a travaillé plus de 30 années au LESA, à l'Agence spatiale européenne. Lui-même, c'était un monsieur qui est carré dans le domaine des domaine. Il nous a parlé des projets qu'il a, c'est des initiatives qu'il a pris avec, c'est les postes de télécommunications, où ces genre d'études peuvent même être faites. Mais c'est là qu'avec la volonté. Oui. Vous voyez. Avec le céleste, la volonté de quelqu'un qui s'y connaît, c'est possible. C'est possible. Et c'est un monsieur qui nous a dit dans la confidence qu'il l'avait même fait. Et qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que ça a été relancé. Juste ici. Après, comme un marché, une l'appel d'offres. Pourtant. Il n'a pas compris. Et ça faisait partie d'une des déceptions qu'il avait eues lorsqu'il est venu avec ce genre de projet. J'estime que vraiment c'est absurde. Oui, c'est totalement absurde. Bon, nous avons fait le tour du monde des études. Là-bas, les choses sont passionnantes. Tu as affaire aux chiffres, tu as affaire aux phénomènes, tu touches du doigt un certain nombre de choses, tu découvres. Et maintenant, après avoir fait tout ce petit monde-là, tu décides maintenant de te lancer dans l'entrepreneuriat. En tant que chercheur, est-ce que tu estimes que proposer des solutions, c'est une espèce d'obligation, ou bien c'est où le destin te conduit lorsque tu choisis la voie de la recherche, en fait? Parce que tu as parlé de compétences, d'apporter de la valeur, de résoudre un problème, ce qui est une manière de caricaturer l'entrepreneuriat, parce que en entrepreneuriat, c'est aussi ce qu'on fait. Alors, personnellement, je trouve que c'est comme une valeur ajoutée. L'ensemble de parce qu'on ne fait pas de la science pour la science, il faut faire une science qui peut aider. Qui peut aider les gens. Donc, l'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'était d'abord le fait que les sciences océanographiques, c'était des sciences qui n'étaient pas encore vues du point de vue du citoyen lambda, où on ne connaissait pas, on ne pouvait pas savoir à quoi est-ce que ces gens-là servaient. Exactement. Cette spécialité-là servait. Bon, il était question pour moi aussi de voir en quelque sorte avec la petite expérience que j'ai eue, que ce soit avec le port de Douala ou des autres ports, que la majorité des entreprises qui opéraient là-bas, c'est des entreprises étrangères.
Alors que les études qu'ils font, c'est des trucs, des éléments, des choses qu'on nous enseigne à l'école. Des choses que vous, en tant que des chercheurs, vous pouvez faire avec une telle facilité. Telle facilité. Oui. Et c'était, la quasi-totalité, c'était Des étrangers. Oui. Donc, et du coup, pour un petit truc comme peut-être avoir les données de la marée, c'est le b.a.-ba en océanographie. On avait besoin d'aller Prendre un cabinet, tout des ça, trucs comme tout ça. ce qui va avec pour avoir les de la marée. Et le coût qui va avec. C'est les coûts également. Ouais. Lorsque, je me rappelle, lorsqu'on a voulu nationalité, créer des régies au port de Douala, on parlait de comment ils ont capitalisé en créant des régies qui peuvent eux-mêmes prendre le relais. En quelque sorte, le volet qu'ils refusaient de dire également, c'était que il y avait des prestations qui étaient faites, même des prestations intellectuelles, je vous rappelle, donc Oui. des petites formations, genre, il Oui. faut mettre à niveau de personnel. Oui. C'était faire des coûts exorbitants par les entreprises étrangères Wow. pour un besoin dont on sait que peut-être même parfois le personnel est déjà qualifié. Et déjà qualifié pour Ouais, ça. donc, Mais on facture quand même. on va encore aller former un océanographe recruté au port. Exactement. Aller encore étudier la marée. En réalité, c'est ce qu'il connaît déjà. Oui. Donc, ça, c'était du gâchis. Bon, moi, je me suis donc dit, bon, s'il faut donc que je me lance dans l'entrepreneuriat, il faudrait que ça soit dans le domaine dans lequel j'ai appris. Oui. Et que je vais donc faire en sorte que ces entreprises qui opèrent, des entreprises parfois à capitaux publics, qui peuvent déjà aider à nous faire connaître, ou du moins, c'est que, à nous laisser au moins l'occasion de leur montrer de quoi est-ce que nous sommes capables. Exactement. Je l'ai donc initié avec un certain nombre de camarades. Des camarades. Et la grosse difficulté à laquelle on se heurte maintenant, c'est plus le côté de lobbying. Oui. C'est plus ça. C'est pas notre compétence qui est remise en cause. Oui. C'est juste au côté de qui est-ce qui vous envoie, qu'est-ce que... Oh, ouais, je comprends. C'est plus ça. C'est plus ça. Je Sinon, parfois même ces boîtes, ou du moins ces entreprises étrangères, quand ils gagnent ces marchés, ils viennent maintenant vous donner ça pour dire que allez. Au final, vous voyez que c'est un peu... C'est toujours nous ici qui faisons le travail, mais sauf que ça fait un détour qui fait en sorte qu'on dépense, qu'on dépense plus. Maintenant, tu peux nous parler de l'entreprise. D'abord, c'est quoi son nom et c'est quoi la proposition de valeur? Qu'est-ce que l'entreprise là peut apporter aux entreprises du secteur portuaire dans notre pays? Alors, déjà, le nom de l'entreprise, c'est Hydrotech Marine Solutions. Ça, c'est le site. C'est-à-dire que hydrographie, technologie et les solutions marines. Et les solutions marines. C'est un peu comment on apporte des solutions technologiques aux sciences marines. Oui. Voilà. Hydrographie, pourquoi? Parce que normalement, les sciences de base, ou du moins, c'est les sciences comment je peux appeler ça? Les techniques qu'on applique dans les chenaux, c'est généralement de l'hydrographie. Oui. Et combiné à ça de l'océanographie, puisqu'on a généralement parfois des ports ouverts, comme le port de Kribi. Exactement. Qui est un port à nous pour moi, qui est directement ouvert à l'océan. Et on a le port de Kribi, qui est un port de chenal, avec un port qui est plus fluvial, mais qui a une connexion avec la mer. Donc, du coup, ces deux compétences-là, l'hydrographie et l'océanographie, sont souvent demandées. Exactement. Et ce que nous, on propose directement, c'est comme, par exemple, si on veut faire de la navigation, c'est d'abord ça le premier élément du port, la navigation maritime. Comment les bateaux qui arrivent peuvent accoster. Exact. Il faut une voie, c'est un peu comme une route, il faut entretenir. Exactement. Il faut faire des autoroutes, tout ça. Il faut donc faire, en quelque sorte, il faut en permanence, soit faire des dragages, soit entretenir ces chenaux pour une meilleure navigation. Et c'est donc ce travail-là qui est fait et qui absorbe vraiment la grande majorité des budgets de ces entreprises-là. Tout ce qui va avec. Bref, c'est en quelque sorte de la cartographie marine. Exactement. Un peu comme on peut faire de la topographie d'une route. Oui. C'est un peu ce que nous faisons dans le secteur maritime, en fait. Et nous apportons dans la valeur ajoutée qui sont les sciences spatiales. Oui. Où on est capable déjà, de nos jours, même de faire de la bathymétrie avec des images satellitaires. Ok. Ça, c'est énorme. On n'a plus besoin de toujours d'aller sur le terrain. Faire une bathymétrie sur toute une grande zone avec tout déployer tous les moyens. Il y a derrière des méthodes qui permettent d'utiliser les données satellitaires, bien entendu, validées avec des données de terrain. Exact. Donc, ces valeurs ajoutées-là, et c'est la mise en place, des outils d'alerte précoce. À travers, nous avons notre entreprise qui a mis sur pied, en association avec Aquamen, un géoportail où on est capable en quelque sorte de mettre en exergue nos résultats. Oui. Que ce soit dans la cartographie marine, les risques côtiers, l'aménagement côtier, où on compte mettre ça bientôt, nous allons le déployer pour que ça soit mis à disposition, que ce soit des communes, que ce soit n'importe quel. C'est très, très, très énorme. Maintenant, lorsque vous venez avec ces compétences très, très, très pointues, dans l'optique de faciliter, de fluidifier, d'optimiser même, les ressources financières de ces entreprises-là,
comment est-ce que vous allez vous battre contre des personnes qui gagnent dans la complication que nous avons actuellement? Ça veut dire qu'ils compliquent le cycle, le travail pour pouvoir obtenir des gros budgets et peut-être vivre de ça. Comment est-ce que vous comptez vous positionner sur ce côté-là? Parce qu'en termes de lobbying, il faut vraiment faire du travail, là. Évidemment. Déjà, notre première option, c'est d'abord la communication, c'est-à-dire mettre en avant nos compétences. Vos compétences, oui. Maintenant, le jeu qui se passe pour avoir un marché et tout ça, nous, on n'a pas encore cette capacité-là. Oui. Mais on estime qu'à un moment donné, quand on a besoin de la compétence, parfois les décisions politiques peuvent parfois être mises en arrière. Oui, justement. Là, c'est clair. On est obligé d'avoir recours aux compétences. Aux compétences. Nous espérons qu'à un certain moment de l'année, ou du moins à un certain moment de notre parcours, on va au moins avoir ce genre de cas. Oui. Mais aussi, ce que je peux témoigner de ma propre personne, c'est que tout le monde peut pas être mauvais. Forcément, il y a toujours des personnes qui comprennent les enjeux, qui reconnaissent les compétences, en fait, et ça, c'est une très grande leçon que nous sommes en train de recevoir. Regardez quelqu'un, j'ai toujours l'habitude de le dire, lorsque vous maîtrisez le sujet, l'entrepreneuriat ne sera plus compliqué pour vous parce que lorsque vous maîtrisez le cœur de votre métier et tout ce que vous faites maintenant, c'est tout ce que vous avez passé votre temps à apprendre dans des grandes universités, à expérimenter avec les uns et les autres. Nous espérons que bientôt, votre entreprise sera parmi les principales entreprises qui vont justement conduire l'ensemble de ces opérations pour nos deux grands ports. Maintenant, pour des jeunes qui aimeraient avoir ton parcours, un parcours de scientifique, un parcours de chercheur, je dirais même un parcours de sacrifié, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner pour qu'ils puissent peut-être devenir comme toi demain? Alors, vous avez utilisé le mot un parcours de sacrifié parce que le parcours des chercheurs est vraiment, il faut être patient. Exactement. Il faut être patient. C'est un peu comme un chemin de la réussite. Ouais. Pour réussir, il faut vraiment être patient. Et extrêmement patient. Être très motivé. Très motivé. C'est ça, c'est d'abord ça. Et surtout le travail, il faut croire en soi, il faut être motivé. Oui. Si on ne l'est pas, je pense pas que quelqu'un d'autre peut être plus motivé que nous sur ce qu'on envisage. Oui. Il faut d'abord qu'on le soit. Et qu'on croit en soi. Parce que si aujourd'hui on a des Samuel Eto'o dans le football. Exact. On a aussi déjà des Mark Zuckerberg dans le domaine de la science. Oui. Donc, au Cameroun, il y en a. C'est Oui. juste que peut-être on n'allait pas passer. Oui, qui fait dans les sciences et technologies. Oui. Vous devez forcément connaître des gens qui ont ces compétences. Exact, là, c'est clair. Un peu partout, on a ces compétences-là. Et parfois, cela vient parfois d'un déclic où quelqu'un décide soi-même d'atteindre un objectif. Exactement. Que peut-être les autres n'ont pas atteint. Non pas atteint. Pas pour lui-même, simplement parce qu'il veut juste montrer que c'est possible. C'est possible, en fait. Pour un jeune qui vient de football, déjà, football, on ne connaît pas l'océan. Oui. on connaît pas l'océan. Donc, on a quand même quelques fleuves. Voilà. Ça n'a rien à voir, mais bon. Ça n'a rien à voir avec l'océan. Donc, c'est possible. Oui. Que quel que soit l'endroit où vous venez, c'est possible de vous retrouver dans l'espace ou bien de vous retrouver dans l'océan. Oui. Il faut juste croire et travailler. Du travail considérablement. Ok. C'est parce que ça manque parfois à nos jeunes. Exactement. Parfois, ils se disent que c'est que eux, ils veulent faire, cela va plutôt aider une autre personne. Une autre personne, pourtant, c'est d'abord pour soi. Là, c'est clair. Je te remercie énormément pour ce temps de partage. J'espère que lorsque les circonstances vont te ramener ici dans la ville de Douala, on va prendre une autre thématique beaucoup plus, peut-être précis dans l'optique de faire découvrir ce que tu aimes, ce que tu fais, ce que tu essayes de faire pour l'écosystème camerounais, parce que c'est très intéressant de lever le voile sur des profils comme toi afin que des jeunes puissent savoir que des compétences, nous en avons. Des compétences, des hyper compétences, comme on a l'habitude de le dire, nous en avons. Les ressources humaines, il y en a. Tout ce dont on demande, c'est que les politiques puissent porter les initiatives, que les politiques puissent appliquer des principes de protectionnisme, justement pour que des entreprises comme la vôtre puissent être privilégiées dans les appels d'offres et tout ce qu'il y a autour. Malheureusement, c'est une espèce de mirage. On espère que les choses vont changer d'ici là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'était un gros plaisir. Alors, c'est moi qui vous remercie. Merci. J'espère qu'un jour, on aura l'occasion d'avoir un partenariat avec Cybers. Ouais, forcément, ça, on aura forcément besoin de vous. Forcément. Bon, sur ce, on se prend à la prochaine.